794 à 1868, et elle a été fondée par Kanmo, le 50e anniversaire du Japon. Au moment de sa fondation, elle ne s'appelait pas Kyoto, mais Heian-kyo, la capitale de la paix et de la sûreté. On estime qu'au moment de sa fondation, donc en 794, la ville de Kyoto comptait 120 000 habitants, ce qui représente à peu près, d'après les estimations, 21% de la population du Japon à cette époque. Et 120 000 habitants, 21% de la population, ça veut dire une concentration inédite de population. Et qui dit concentration inédite de population dit aussi propagation des épidémies beaucoup plus facile, avec des conséquences beaucoup plus désastreuses qu'une épidémie ordinaire qui se produit dans les campagnes, par exemple. Et propagation des épidémies dit nécessité de se protéger des épidémies. Et pour se protéger des épidémies, les Japonais donc, ont imaginé toutes sortes de manières pour se protéger. Et ce soir, je voudrais vous présenter 4 manières utilisées par les Japonais pour se protéger des épidémies. J'ai choisi ces manières en particulier parce qu'on peut les voir aujourd'hui encore sur les façades des maisons, dans les temples et les sanctuaires. Donc, je vous disais tout à l'heure que Kyoto a été fondée en 794 par l'empereur Kanmo, donc sur le site de la ville actuelle de Kyoto. En ce temps-là, c'était un canton qui s'appelait Kadono. On ne sait pas exactement pourquoi Kanmo a choisi le site de la ville de Kyoto. Il y a plusieurs raisons dont je ne parlerai pas ici ce soir parce que ça nous ferait aller dans une direction complètement différente. Mais une des raisons invoquées pour le choix du canton de Kadono, c'est le fait qu'il y avait une montagne, le mont Hiei, dans l'angle nord-est donc de la plaine de Kyoto. Et pourquoi ce détail est important? Parce qu'en ce temps-là, le nord-est était considéré comme un point du compas néfaste. C'était le point du compas depuis lequel les fantômes, les monstres, les yokai, les épidémies apparaissaient dans le monde pour déstabiliser les villes, pour déstabiliser les capitales. Et donc, pour cette raison, le nord-est était appelé Kimon, la porte des démons. Le Kimon est aussi traduit par direction démoniaque. Et donc ce mont Hiei, qui se trouve dans le nord-est de Kyoto, avait un kami, était la résidence d'un kami qui s'appelle Oyama-kui. Il est vénéré au sanctuaire Hiyoshi Taisha, qui se trouve au pied du mont Hiei, mais du côté de Otsu, pas du côté de Kyoto. Et ce kami, il a un messager, et c'est le singe. Donc c'est le singe est le messager du dieu du mont Hiei. Et donc, si on récapitule toutes ces informations, le nord-est, donc c'est la porte des démons, depuis laquelle surgissent les épidémies, les fantômes, etc. Le mont Hiei se trouve providentiellement au nord-est de Kyoto. Ce mont Hiei, il est le domaine d'un dieu, donc qui a le singe pour messager. Et donc, les Japonais ont fait le lien entre tous ces éléments et ils en sont venus à la conclusion que pour assurer la protection de Kyoto, eh bien, il fallait installer un singe dans le nord-est de la capitale. Et au fil des siècles, les Japonais, donc les habitants de Kyoto, ont édifié des temples, des sanctuaires dans le nord-est de Kyoto. Je ne vais pas parler de tous les temples qui ont été construits pour assurer la protection du nord-est de Kyoto. Je voudrais juste vous parler des 2 plus anciens et des 2 plus célèbres. Il y en a un qui s'appelle donc Sai no Yashiro. Pour les gens de Kyoto, il se trouve tout près de Doshisha.
Un autre s'appelle Sekizan Zen et il se trouve donc dans le nord-est de Kyoto. Et la particularité de ces deux temples, c'est que au sommet de ces temples, on y trouve une statue de singe, donc le messager du mont Hiei. Et cette statue de singe, elle a une canne gohei. On voit un petit peu ici. Hein. La canne gohei, c'est la canne que les prêtres des sanctuaires utilisent pour purifier un espace avant, par exemple, la tenue d'un matsuri, hein, d'une fête traditionnelle. Hein. Ces singes, donc, ils portent un gohei purificateur. Ils portent aussi, c'est un petit peu difficile à voir, ils portent aussi une coiffe d'aristocrate. Et une particularité de ces lieux, hein, du Sekizan Zen et du Sai no Yashiro, c'est que à l'entrée, on trouve ces stèles, hein, ces panneaux qui annoncent que ces lieux sont officiellement consacrés à la protection. Ici, on peut voir, n'est-ce pas, très clairement, Kimon. Ces lieux sont officiellement consacrés à la protection de la porte des démons de Kyoto. Un autre intérêt d'installer un singe dans le coin nord-est des villes, c'est aussi que singe se lit saru en japonais, et saru rime idéalement avec le verbe saru, qui veut dire partir en japonais. Autrement dit, si vous installez un singe, saru, dans le nord-est de la ville, de la capitale, eh bien, les maladies, les fantômes et les yokai, saru, partiront. Ce singe, on le trouve donc sur les toits de plusieurs temples, de plusieurs sanctuaires. On le trouve aussi dans l'angle nord-est de Kyoto Gosho, hein, le palais impérial de Kyoto. Et cet angle nord-est est assez spécial, hein, comme vous voyez sur la photo. Il n'y a pas d'angle nord-est. Hein, il y a une sorte de renforcement, pour éviter justement de construire un angle nord-est. Et ici, hein, sous ce toit, il y a évidemment, encore une fois, une statue de singe avec une canne gohei, encore une fois, pour purifier l'atmosphère et chasser les épidémies, avec, encore une fois, la coiffe d'aristocrate. Et de même que les temples que nous avons vus tout à l'heure, il est recouvert d'un grillage. Hein, c'est aussi un point commun à tous ces singes. Et pourquoi un grillage? Je voudrais vous parler un petit peu de ça parce que c'est une histoire intéressante. C'est ma première histoire d'aujourd'hui. On raconte que cette tradition donc, de mettre un grillage devant les singes protecteurs du Nord-Est remonte au XVIIIe siècle. Si l'on en croit la légende, si l'on en croit la tradition, il y a eu un incendie donc, au palais impérial à l'époque de l'empereur Kōtaku, donc la fin du XVIIIe siècle, et le palais impérial a été entièrement détruit. Et l'empereur Kōtaku donc, a réuni ses ministres et leur a dit, au fil des décennies, le palais a été détruit plusieurs fois, je voudrais trouver un moyen de protéger le palais contre les épidémies, contre les destructions futures. Et il a demandé donc à ses ministres, est-ce que vous n'auriez pas une idée pour assurer la protection du palais impérial? Et un ministre lui a parlé des singes et lui a dit, eh bien peut-être la solution c'est d'installer une statue de singe et faire en sorte que ce singe, il protège bien sûr le nord-est contre les épidémies, mais il protège aussi le palais contre les incendies. Et l'empereur a trouvé l'idée excellente et il a demandé à ses ministres, pour faire ça, il faut trouver un sculpteur de talent pour qu'il puisse nous faire un singe à la hauteur de la mission qu'on veut lui confier. Et finalement, les ministres ont décidé d'appeler un sculpteur qui s'appelle Hidari Jingoro. On ne sait pas s'il a vraiment existé. Il y a des statues attribuées à Jingoro aux quatre coins du pays. Rien qu'à Kyoto, il y en a près de 80. Et la particularité de ce sculpteur, ou le problème de ce sculpteur, c'est qu'il réalisait des œuvres très, très réalistes. Trop réalistes peut-être. Et le problème, ces œuvres, elles étaient tellement réalistes qu'elles prenaient vie et elles s'enfuyaient.
Mais malgré ça, l'empereur, il voulait protéger son palais et il a demandé donc à Jingolo de construire, de sculpter une statue de singe. Ce que Jingolo a fait. Et dès la fin de la fabrication de la statue, la statue donc, a été installée dans le coin nord-est du palais impérial. Et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Le singe s'est animé, il a sauté donc, dans le palais impérial et il a semé la panique. Il a dérangé tout le monde, il a réveillé tout le monde pendant la nuit. Et quand l'empereur s'est mis à faire des insomnies, il a dit « ça ne peut plus durer ». Il a réuni de nouveau ses ministres et il leur dit « bon, il faut faire quelque chose, parce que moi je veux dormir et ce singe m'empêche de dormir ». Et les ministres ont dit, bien, la solution, c'est de faire en sorte que le singe ne puisse plus sortir du nord-est. Et la solution qu'ils ont trouvée, donc, c'est de l'enfermer dans un grillage pour empêcher le singe de sortir. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, le singe a été enfermé dans un grillage. Et les sanctuaires, les temples dont je vous parlais tout à l'heure, se sont inspirés de l'idée. Et pour éviter des problèmes similaires, ils ont eux aussi enfermé le singe dans un grillage ou dans un lattis de bois. Donc c'est, paraît-il, la raison pour laquelle le singe du palais de Gosho et des sanctuaires que je vous ai présentés est enfermé dans un grillage. Bien. Enfin, je voudrais revenir à notre nord-est et à ce mont Hiei, donc qui se trouve dans le nord-est de Kyoto et qui donc bloque idéalement la porte des démons de Kyoto. Et donc l'empereur Kamo a choisi ce site parce qu'il y avait le mont Hiei, mais l'empereur Kamo était quelqu'un de très prudent et il a pensé qu'avoir une montagne dans le nord-est pour bloquer les épidémies, ça ne suffisait pas. Et donc, il a ordonné de construire un monastère au sommet du mont Hiei. Donc, c'est le monastère Enryakuji. C'est le quartier général de l'école Tendai. Donc, il a ordonné de construire ce monastère au sommet du mont Hiei, et il a chargé ses moines de protéger la porte des démons par leurs prières et par la tenue de toutes sortes de rituels ésotériques. Et depuis l'époque de la fondation du monastère, on raconte que les moines Hiei donc se succèdent et se chargent aujourd'hui encore de la protection de la porte des démons de Kyoto. Et le mont Hiei le monastère Enryakuji a été a été administré par beaucoup de moines très célèbres. Et je voudrais vous parler en particulier de l'un d'eux qui s'appelle Ryogen. Ryogen était le 18e supérieur du mont Hiei. Ryogen est surnommé Ganzan Taishi, littéralement le maître du 3e jour du 1er mois, tout simplement parce qu'il est mort le 3 janvier. Il est mort le 3e jour du 1er mois. Ryogen est célèbre pour beaucoup de choses. Une des raisons pour laquelle il est célèbre, c'est l'inventeur des omikuji, que l'on peut aujourd'hui faire dans les temples et les sanctuaires. Et à l'entrée de son temple, que l'on peut voir au sommet de Mont Hiei, il y a une stèle qui rappelle que nous sommes sur le lieu de création des omikuji. Donc, si ça vous intéresse de faire un omikuji comme on faisait à l'origine, je vous invite à visiter le mont Hiei. Et Ryogen, donc, comme je vous disais, est célèbre pour tout un tas de choses. Et je voudrais vous parler d'un fait d'armes en particulier de Ryogen. C'est ma deuxième histoire d'aujourd'hui. Une nuit d'été, Ryogen donc, se retire dans sa cellule. Il se couche et tout à coup, il réalise qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Et donc, il se réveille et il demande à l'intrus « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Et l'intrus répond « Je suis le dieu des épidémies et je veux pénétrer dans Kyoto, rendre malade tout le monde et tuer tout le monde. Mais vous, les moines du mont Hiei, vous chargez de la protection de la capitale, donc tant que vous êtes là, je ne pourrai pas passer. »
Donc, je viens d'abord pour vous tuer afin d'entrer dans la capitale. Donc, Lyogen lui dit, ah bon, si c'est comme ça, vous voulez tuer tout le monde, faites-moi voir ce que ça donne. Et il tend le doigt en direction du dieu des épidémies, et le dieu des épidémies touche le doigt de Lyogen. Et Lyogen, tout à coup, se sent très mal, il commence à être malade, mais finalement, euh, grâce à ses talents, il réussit à survivre à cette attaque du dieu de la maladie. Mais en même temps, il se dit, moi, j'ai pu survivre parce que je suis un moine qui a beaucoup de talent, mais le commun des mortels, s'il est attaqué par le dieu des épidémies, il ne pourra pas survivre. Donc, que puis-je faire pour les aider et pour les protéger des attaques du dieu des épidémies? Et au moment où il formule cette pensée, le dieu des épidémies se met à crier et il s'enfuit en hurlant. Et les moines du monastère Enryakuji sont réveillés par les cris. Ils vont voir Lyogen et ils lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce cri, qu'est-ce que c'est, etc. Et Lyogen leur explique, oh bien, je viens de chasser le dieu des épidémies. Alors évidemment, stupéfaction générale des moines, le dieu des épidémies, comment on peut chasser le dieu des épidémies? Donc Lyogen leur dit, je vais vous expliquer, apportez-moi un miroir, apportez du papier et un pinceau et je vais vous montrer. Donc les moines font comme on leur a demandé, ils apportent tout ce qui a été demandé et Lyogen se place devant le miroir, il commence à méditer et petit à petit, son reflet commence à changer et il prend cette apparence de monstre cornu. Et en voyant ça, les moines comprennent que Lyogen finalement s'est transformé en monstre et en un monstre si terrifiant qu'il a fait peur au dieu des épidémies et qu'il l'a chassé. Donc en somme, c'est chasser le mal par le mal. Et Lyogen demande à ses disciples, recopiez mon reflet que vous voyez dans le miroir, recopiez-le, faites-en des copies et distribuez-les aux habitants de Kyoto et demandez-leur de l'afficher sur leur porte. Et comme ça, si le dieu des épidémies pénètre dans Kyoto, il va voir cette amulette, il aura peur, il n'entrera pas et il ne les rendra pas malades. Et donc les moines ont fait comme Lyogen leur demandait, ils ont réalisé des copies et ils les ont distribuées aux habitants de Kyoto. Et aujourd'hui encore, si vous allez à Kyoto, vous pouvez voir ce genre d'amulettes qui sont en général placées au-dessus des portes des maisons, qui représentent la forme démoniaque de Lyogen, qui est en général appelé Tsuno Daishi, donc le maître cornu. Et ce genre d'amulette, on peut le trouver sur les maisons à Kyoto, mais on peut le trouver aussi à Tokyo. À Tokyo, il y a aussi un grand temple du mont Hiei qui est à Ueno. Et là aussi, on peut acheter cette amulette. Donc c'est une amulette qu'on peut voir à Kyoto puisqu'elle est à l'origine de l'histoire de cette pratique, mais on peut la trouver aussi dans plusieurs villes du Japon. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant de voir chaque temple vous voyez, chaque temple a une représentation un petit peu différente de Lyogen. Donc c'est aussi intéressant de chercher ces différences et de les collectionner. Bien, enfin, donc avec Lyogen, je vous ai parlé du bouddhisme. Et maintenant, je voudrais un petit peu vous parler du Shinto, la religion autochtone du Japon. Et je voudrais vous parler en particulier de Susanoo. Susanoo no Mikoto, c'est l'un des kami peut-être les plus célèbres et les plus turbulents du panthéon Shinto. Susanoo no Mikoto, comme on le voit un petit peu ici, et un petit peu ici, il est célèbre pour avoir tué un monstre à 8 têtes dans la province de Izumo. Et son histoire, on la trouve principalement dans deux documents, dans deux sources. La première source, c'est le Kojiki, la chronique des choses anciennes,
hein, donc une sorte d'histoire officielle du Japon. Et on le trouve aussi dans le Bingo Fudoki, hein, note sur le climat et le sol de la province de Bingo. La province de Bingo correspond au département actuel de Hiroshima. Et dans ce Bingo Fudoki, on nous raconte une histoire très intéressante à propos de Susanoo. Et c'est la troisième histoire que je voudrais vous raconter. À l'origine, Susanoo, comme tous les autres kami, habitait dans la haute plaine céleste, mais comme je vous disais, c'était un kami très turbulent, hein, qui faisait beaucoup de bêtises. Et finalement, les autres kami ont pensé que bon, ça suffit, hein, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ils ont chassé Susanoo de la haute plaine céleste et ils l'ont envoyé sur Terre. Et donc, Susanoo est arrivé sur Terre. D'abord, il a trouvé ça intéressant. Et puis, très vite, il s'est ennuyé, hein, parce que pour lui, sur Terre, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc, il s'est dit, bon, pour pas que je m'ennuie, il faut que je me marie. Hein. Il faut que je trouve une femme et que je fonde une famille. Hein. Comme ça, j'aurai une occupation, j'aurai quelque chose à faire. Et il apprend juste à ce moment-là que le roi dragon des mers du Sud a une fille qui est en âge de se marier. Donc Susanoo se dit, eh bien, je vais aller trouver ce roi dragon et je vais lui demander sa fille en mariage. Donc il part en voyage, il traverse plusieurs pays et il arrive dans une région qui est habitée par deux frères. Hein. Le premier s'appelle Koton Shorai, hein, et le deuxième s'appelle Somin Shorai. Le premier, Koton Shorai, est l'aîné. Il est très, très, très riche. Hein. Il a beaucoup de maisons, beaucoup de serviteurs. Mais malgré ça, quand Susanoo vient le voir et vient lui demander de l'héberger pour la nuit, Koton Shorai refuse et le chasse. Et comme la nuit commence à tomber, Susanoo se dit, bon, bah, tant pis, je vais aller demander à Somin Shorai, qui lui est très pauvre, hein, qui n'a presque rien à manger, mais qui, malgré ça, ouvre sa porte à Susanoo, le reçoit du mieux qu'il peut, lui offre un lit, et en plus, le lendemain matin, lui propose de le prendre sur sa barque et de le conduire au palais du roi dragon. Et donc Susanoo est très content, grâce à Somin Shorai, il peut arriver plus vite que prévu au palais du roi dragon. Il demande sa fille en mariage, le roi dragon accepte et lui propose aussi l'hospitalité. Donc Susanoo se marie, il fait 8 enfants, et puis commençant à se lasser de la vie dans ce palais sous-marin, il décide de revenir sur Terre. Donc il prend sa progéniture, il revient sur Terre et par hasard, il repasse dans la région où habitent Somin Shorai et Koton Shorai. Et à ce moment-là, il se rappelle comment Somin Shorai l'a bien reçu et comment Koton Shorai l'a éconduit. Et il se dit, bon, il faut remercier l'un et punir l'autre. Donc il va voir Somin Shorai, il le remercie de l'avoir hébergé, et il lui dit, voilà, pour punir ton frère et ses suivants qui m'ont fort mal reçu, je vais provoquer une épidémie et je vais tuer tout le monde. Mais vous, comme vous êtes un homme de bien, je veux vous épargner et je vais vous apprendre le moyen de vous protéger des épidémies. Et le moyen en question, c'est vous allez fabriquer une ceinture de paille et vous allez vous l'attacher autour de la taille. Et comme ça, vous serez protégé des épidémies. Et donc, Somin Shorai fait comme Susanoo lui a demandé, il tresse de la paille, donc il s'en fait une ceinture, et quand le lendemain matin, une épidémie se produit, tout le monde est tué, sauf Somin Shorai. Et ce Somin Shorai, c'était un homme de bien, et il s'est dit, moi, je connais le moyen d'écarter, de me protéger les épidémies, je ne peux pas garder ce secret pour tout le monde. Il faut que je le partage aux hommes, il faut que je leur apprenne eux aussi comment survivre aux épidémies. Et donc Somin Shorai a enseigné cette méthode aux habitants.
en leur disant, voilà, pour vous protéger des épidémies, il faut tresser une ceinture de paille et vous l'accrochez autour de la taille. Et les Japonais ont retenu la leçon et ils l'ont adaptée de deux manières différentes. La première manière, c'est ça. Peut-être aux alentours du 30 juin, vous avez certainement vu à l'entrée des sanctuaires ou dans la cour des sanctuaires dédicacés à Susanoo, mais aussi de manière générale dans tous les sanctuaires, on peut voir ce cercle de paille que les gens viennent franchir à plusieurs reprises. Et en fait, ce cercle de paille, c'est la ceinture de Somin Shorai. Donc, en franchissant ce cercle de paille, pardon, les gens, symboliquement, ils s'attachent la ceinture de paille autour de la taille et ils se protègent des épidémies. À l'origine, la fête s'appelle Nagoshi no Harai. À l'origine, donc, c'était une fête pour se débarrasser des impuretés accumulées pendant l'été. Mais aujourd'hui, avec les modifications du calendrier, le 30 juin, cette fête est célébrée le 30 juin et elle a pour but de se protéger des intempéries, de se protéger de l'été. Donc le timing est un petit peu différent, mais l'idée reste la même. C'est en franchissant ce cercle de paille, on fait comme Somin Shorai, on s'attache une ceinture de paille et on se protège des épidémies. Une autre utilisation de l'histoire de Somin Shorai, pardon, on la retrouve dans les amulettes que l'on peut acheter au moment de Gion Matsuri, hein, ce fameux Timaki, hein, que l'on peut voir sur la façade des maisons à Kyoto. Et sur ce Timaki, il y a un message Somin Shorai Shison Mono Nari, qui veut dire littéralement « Nous sommes des ancêtres de Somin Shorai ». Donc ça veut dire que le Chimaki, en mettant ce Chimaki sur la façade de sa maison, c'est une manière de dire « Nous sommes des membres de la famille de Somin Shorai ». Donc tout comme lui, nous devons être protégés des épidémies. Donc, c'est une troisième manière de se protéger des épidémies, c'est de se réclamer, ou plutôt de réclamer Somin Shorai comme un ancêtre de sa famille. Bien. Enfin, je voudrais vous parler, après Susanoo, je voudrais vous parler d'un dernier personnage, cette fois-ci qui est chinois. En français, en japonais, il s'appelle Shoki. Shoki, c'est la lecture japonaise de ces deux idéogrammes, excusez-moi la lecture, qui se prononce en zongqi en chinois. Et ce zongqi, je vais garder l'appellation de Shoki, donc on ne sait pas s'il a vraiment existé, mais donc ce Shoki était un lettré chinois du 7e siècle. Et si l'on en croit la légende, donc c'était un lettré, et ce Shoki, il est monté à la capitale pour passer l'examen qui ferait de lui un fonctionnaire impérial. Et il a passé l'examen, il a réussi l'examen, et en ce temps-là, la tradition voulait que les candidats à l'examen qui ont réussi soient présentés à l'empereur, et ils reçoivent en cadeau de félicitations, reçoivent une rose noire. Et donc tous les candidats qui ont été reçus à l'examen donc ont été rassemblés et ont été conduits au palais impérial. Et les préposés des portes laissent entrer tout le monde, sauf Shoki. Donc Shoki s'en offusque, il demande « mais moi, comme les 19 autres, j'ai réussi l'examen, je dois avoir le droit de rentrer ». Et les gardes lui disent « non, vous ne pouvez pas rentrer ». Et Shoki demande la raison et les gardes lui disent qu'il est trollé pour être mis en présence de l'empereur. Il est trollé et son visage disgracieux va briser l'harmonie du palais impérial. Et Shoki a beau pleurer, a beau dire c'est injuste, les gardes restent intraitables et ils refusent de le laisser entrer.
Donc Shoki, honteux, humilié, se fracasse la tête sur les escaliers, sur les marches du palais impérial, et il meurt. Évidemment, l'affaire fait grand bruit, et quand l'empereur apprend les raisons pour lesquelles Shoki s'est suicidé, il est lui aussi très ému, pardon, et il ordonne de promouvoir Shoki, fonctionnaire impérial, et de l'enterrer, de célébrer des funérailles à la hauteur de son titre. Et quand Shoki, ou plutôt quand le fantôme de Shoki voit ça, il est très ému par les attentions de l'empereur, et il fait le serment de protéger l'empereur d'une manière ou d'une autre. Et quelque temps plus tard, l'empereur, je m'excuse pour la prononciation, Xuanzong, tombe tout à coup malade, et il est rendu malade par un démon, hein, qui tous les soirs s'insinue dans sa chambre, et par son contact impur, donc, le rend malade. Et plus le temps passe, plus l'empereur tombe malade, devient malade, et personne n'est en mesure de le soigner. Et quand Shoki voit ça, Shoki se dit, voilà, c'est l'occasion de remercier l'empereur. Et un soir, il attend que le démon qui rend malade l'empereur fasse son apparition dans la chambre de l'empereur. Il l'attrape et il l'avale tout rond. Et à partir du moment où ce démon, propagateur d'épidémie, disparaît dans l'estomac de Shoki, l'empereur retrouve la santé, et il remercie Shoki. Et comme Shorai tout à l'heure, il se dit, cette chose doit être connue, je dois m'en inspirer pour assurer la protection des habitants de mon pays. Aussi, il appelle un peintre et il lui demande de réaliser un portrait de Shoki. Et comme l'histoire de Somin Shorai, de Ryogen, pardon, une fois le portrait réalisé, l'empereur demande d'en réaliser des copies et de les distribuer aux habitants. Et les habitants donc les ont collés sur leurs portes, et grâce à ça, dit-on, ils ont été protégés des épidémies. Et les Chinois ont parlé de Shoki aux Japonais, et Shoki est arrivé au Japon. On ne sait pas exactement à partir de quand, hein, la plus vieille représentation de Shoki qui existe au Japon se trouve au Musée national de Nara, hein, et elle date du XIIe siècle. Donc ça veut dire que avant cette date, hein, les Japonais connaissaient déjà l'histoire de Shoki, et ils en réalisaient des illustrations. Ils en réalisaient non seulement des illustrations, mais de même que les Chinois, ils ont aussi reproduit l'apparence de Shoki sur des amulettes, et jusqu'à une date récente, ils distribuaient ces amulettes à l'entrée des temples, à l'entrée des sanctuaires. Par exemple, pour un exemple de Kyoto, jusqu'en 1945, des Yamabushi vendaient encore des amulettes de Kyoto aux portes du Yasaka Jinja. Aujourd'hui, il reste seulement, dans tout le Japon, seulement 3 lieux, 3 temples vendent des amulettes de Shoki. Donc, par exemple, celle que je vous montre ici vient de Kannonji, c'est un temple de Osaka. Les Japonais ont réalisé des amulettes, hein, donc qu'ils affichaient sur leurs portes, et aussi à partir du XVIIIe siècle, ils ont réalisé ce genre de statuettes qu'aujourd'hui encore, on peut voir sur beaucoup de vieilles maisons. Hein. À Kyoto, si vous allez par exemple dans les quartiers de Gion, dans les quartiers de Kamishiken, autrement dit les vieux quartiers de Kyoto, vous pouvez voir ces statues de Shoki. Donc, si vous visitez les vieux quartiers, je vous invite à lever les yeux en direction des façades des maisons et de chercher les Shoki. C'est très intéressant parce qu'on estime qu'il y a environ 120 modèles différents de Shoki, où il est représenté tout seul, où il est représenté en train d'écraser ou d'attraper le démon. De temps en temps, il est représenté de manière très sérieuse, ici de manière assez comique.
Donc, ça peut être l'occasion, chercher Shoki peut être l'occasion de faire des visites un petit peu originales à Kyoto. Ce Shoki, donc, il est très populaire. Hein. Donc, les Japonais ont réalisé des amulettes. Ensuite, ils ont réalisé des statuettes de Shoki. Shoki chasse les épidémies. Shoki, le nom de Shoki a été donné aussi à un avion de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les épidémies en question qu'il fallait chasser ici, c'était les Américains. Hein. Donc, Shoki est quelqu'un de très populaire dans les traditions et la culture et les légendes de Kyoto. Et la question, c'est pourquoi pourquoi les Japonais ont adopté Shoki. Il y a plusieurs raisons qui sont invoquées pour expliquer cette assimilation, cette adoption. Et un élément de réponse nous est fourni par une pièce du Izumo Kagura. Izumo Kagura, c'est le théâtre traditionnel de la province du département de Izumo, donc la terre des dieux. Et dans le répertoire de ce Izumo Kagura, il y a une pièce, comme on voit ici, qui s'intitule justement Shoki. Et dans cette pièce, on nous raconte comment Shoki, ici à droite, chasse le dieu des épidémies. Donc je voudrais vous montrer un petit extrait de cette pièce. J'espère que ça va marcher. Voilà. En voyant la vidéo, vous avez compris, je pense, pourquoi les Japonais ont adopté Shoki. Parce que dans cette pièce, nous voyons Shoki, donc ici, qui chasse le démon, et il chasse le démon avec ce cercle. Et ce cercle, c'est la fameuse ceinture de paille de Susanoo. Cette ceinture de paille que Susanoo avait conseillé à Somin Shorai de fabriquer pour se protéger des épidémies. Donc, autrement dit, avec cette pièce, on comprend que les anciens Japonais, finalement, ils ont procédé à la fusion de ce Shoki chinois et du Susanoo japonais, parce que finalement, ces deux divinités se spécialisent dans la chasse aux épidémies. Donc, dans l'esprit des Japonais, Shoki, c'est un mélange où c'est le résultat de la fusion de ce Shoki chinois avec ce chasseur d'épidémies japonais, Susanoo. Etc., etc. Aujourd'hui, je vous ai seulement parlé de 4 personnes spécialisées dans la chasse des épidémies. Je vous ai présenté 4 méthodes imaginées par les anciens Japonais pour se protéger des épidémies. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais comme je vous disais au début de la présentation, j'ai choisi ces méthodes de protection en particulier parce que on peut les voir aujourd'hui encore sur les façades des maisons, on peut les voir encore dans les temples, on peut aujourd'hui encore acheter les différentes amulettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je voulais vous présenter ces
méthode de protection en particulier. C'est pas ça. Voilà, donc ici on voit, c'est le Chimaki, n'est-ce pas, de Gion Matsuri, qui revendique, qui explique que nous sommes des parents de Somin Sorai. C'est la statue de Susanoo no Mikoto, et c'est Ryogen, hein, donc ce moine qui, en se transformant en démon, avait chassé le dieu des épidémies. Donc ce genre de façade n'a rien d'exceptionnel, c'est une photo d'une façade de maison, comme on peut en voir beaucoup à Kyoto. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop long, j'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. Merci pour votre attention.